TF1. Bonjour tout le monde, bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 23, aussi appelé l'épisode Alex Albon. Actuellement pilote chez Red Bull, Albon est natif de Londres mais court avec la nationalité thaïlandaise. Il est le premier pilote de la Thaïlande à participer à une course de Formule 1 depuis le Presbyra en 1954. D'ailleurs, le père de Alex, Nigel, est un ancien pilote britannique de voitures de tourisme britannique, la BTCC. Albon a été sacré vice-champion de la GP3 en 2016 avant de compléter 2 saisons en Formule 2 où il termine 3e au championnat des pilotes. Avec les 40 points requis pour la super licence, il pouvait obtenir un volant en Formule 1, mais décida de se joindre avec Nissan en Formule électrique aux côtés de Sébastien Buemi pour la saison 2018-2019, jusqu'à ce que Helmut Marko décide de le rapatrier. Oui, je dis rapatrier, puisqu'il était auparavant, en 2012, un pilote de l'académie Red Bull, mais l'aventure se termina en 2014. Albon signa chez Toro Rosso pour la saison 2019 aux côtés de Daniil Kvyat. Il obtint ses premiers points en F1 lors du Grand Prix de Bahreïn où il termina 9e. Mais sa saison fut impressionnante à un tel point qu'il obtint une promotion pour conduire chez Red Bull en remplacement de Pierre Gasly qui connaissait un début de saison très difficile. Est-ce qu'il sera de retour avec Red Bull l'année prochaine? C'est à suivre. Au menu cette semaine, on revient sur le Grand Prix de Russie qui a eu lieu à Sochi. Et dans le segment En route vers la F1, on parle des courses de Formule 2 et de Formule 3 qui ont eu lieu cette fin de semaine à Sochi. Et on parle de l'arrivée de la Formule 3 nord-américaine à Trois-Rivières dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières au mois d'août 2020. Je serai tout seul pour cette fin de semaine, comme Brian et Marc-André ont d'autres occupations, parce que c'est la période des examens, je suppose, au cégep, donc il fallait qu'ils se concentrent. Donc, je vais assurer la relève, je vais être tout seul, tout simplement, pour vous parler des points forts du Grand Prix de Russie. Puis Dieu sait qu'il y en a eu un énorme. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Une semaine après une victoire excitante et intéressante de Sébastien Vettel sous les projecteurs à Singapour, la Formule 1 se déplaçait en Russie pour le Grand Prix de Russie, disputé sur le circuit de Sochi qui se situait autour des installations olympiques des Jeux d'hiver de 2014. Est-ce que Mercedes allait continuer leur succès sur les terres russes? La réponse est oui, puisque Lewis Hamilton a remporté l'épreuve devant son coéquipier Valtteri Bottas. Charles Leclerc, qui était parti en pole, a fini 3e. Max Verstappen et Alexander Albon, les deux Red Bull, ont terminé 4e et 5e respectivement. Carlos Sainz, encore une autre belle performance, 6e place. Sergio Perez sur la Racing Point termine 7e. Lando Norris finit 8e. Kevin Magnussen devait à l'origine finir 8e, mais a reçu une pénalité de 5 secondes pour non-respect des limites de la piste. Chute donc en 9e place, on va en reparler. Et Nico Hülkenberg marque 1 point, 10e place. Où est Sébastien Vettel?
on va en reparler aussi, parce que il fait partie du point chaud de ce Grand Prix de Russie. Mais avant tout, on va aller passer aux évaluations post-Grand Prix. Alors, je vais commencer par les internautes, à tout seigneur, tout honneur. Comme d'habitude, Francis Paquette, qui devrait avoir un abonnement à vie au bulletin F1, nous envoie ceci. Performance du jour à Hamilton et à Albon, qui a fini 5e, et il est parti de loin. Contre-performance du jour va à la voiture de Vettel qui l'a laissé tomber. Ça vous donne un petit indice de pourquoi on va en reparler. Et les Alfa Romeo, qui ont eu une course complètement difficile. Et le moment cocasse, à part le compte Twitter de Force India, il a fait un abdou de lui, car il voulait dire le compte Twitter de Racing Point, parce que la semaine dernière, j'ai dit Force India à la place de Racing Point. Ça devient, je pense pour plusieurs, c'est une habitude. Parlez-en à Kimi Raikkonen, Monaco. Mais oui, le compte Twitter de Racing Point est un bijou. Si vous êtes sur Twitter et que ce n'est pas fait, allez les suivre sur Racing Point F1, en un mot. Sinon, il y a le bon ami Senville qui nous envoie ceci. Perfo du jour, Hamilton et Mercedes. Contre-perfo du jour, les Alfa Romeo et le sarcasme de Charles Leclerc. Ouh. Parce que oui, Leclerc à la radio était assez sarcastique concernant la stratégie employée par Ferrari. Et le moment cocasse, Vettel qui passe une petite vite à Leclerc et qui refuse de lui redonner sa position. Ça me donne une petite idée de ce qui s'est passé. Sinon, moi, ma performance du jour, je voudrais bien la donner à Lewis Hamilton, mais je vais la donner à Alexander Albon qui est parti de loin de la dernière grille pour terminer 5e. La contre-performance du jour, effectivement, je l'ai donné à Alfa Romeo parce que Kimi Raikkonen qui fait un faux départ et Antonio Giovinazzi qui se retrouve pris en sandwich dans une collision au départ avec Romain Grosjean et Daniel Ricciardo. Pas fort chef Dixit Alain Chantelois de RDS. Et le moment cocasse, en fait, c'est cute. C'est un moment cute aussi. C'est Sébastien Vettel qui joue à roche-papier-ciseaux, je pense, après le Grand Prix avec un fan. Il a perdu. Je pense que c'était un 3 de 5. Il a perdu les 3 parties. Alors, allez voir cela sur les réseaux sociaux. C'est vraiment drôle, mais cute en même temps de voir que Vettel, malgré son abandon, parce qu'il a abandonné suite à un problème de MGUK, garde la tête haute et décide de faire plaisir à un fan en jouant à roche-papier-ciseaux. Et en plus, comme c'était la semaine de l'environnement, des changements climatiques de l'ONU, et il y a eu la Grande Marche à Montréal, où il y a eu 500 000 personnes, et je dis bravo à tout le monde, bien, Sébastien Vettel a décidé de faire sa part. Lorsque sa course était terminée et que ses obligations de presse l'étaient tout autant, il passait un certain moment à ramasser les bouteilles qui traînaient par terre et à les mettre dans le bac à recyclage. Donc, chapeau Sébastien, c'est un très bon geste de ta part. Et qui dit que les pilotes de Formule 1 ne sont pas écologiques. D'ailleurs, même Lewis Hamilton aussi a un penchant écologique. Je pense j'avais vu une vidéo Instagram du pilote britannique en train de ramasser des déchets dans une plage remplie de détritus. D'ailleurs, si jamais vous voulez participer à la conversation, aux évaluations pour vous retrouver dans le podcast, vous pouvez le faire comme Francis et Sen. Vous allez sur notre compte Twitter, @lebulletinf1 en un seul mot, ou sur notre page Facebook. En faisant une recherche, vous allez taper le bulletin F1, vous allez trouver, vous vous abonnez à la page, puis après chaque Grand Prix, vous pouvez faire vos évaluations et vous retrouver dans le podcast. Bon, parlons
des choses sérieuses, le Grand Prix de Russie et surtout les premiers tours de l'épreuve. Parce que Charles Leclerc partait en pole position devant Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Jusqu'ici, tout va bien. Leclerc et Vettel partaient en gomme tendre et Hamilton, lui, partait en médium, vu que, selon les règles, vous devez partir avec les pneus que vous avez utilisés en Q2 pour effectuer votre tour, le top 10 en fait. Et Hamilton est parti avec une gomme un peu plus dure que celle des Ferrari pour aller plus loin et tenter de les rattraper au cours de l'épreuve, vers la fin de l'épreuve. C'est ce qui s'est passé, mais pas de cette manière. Parce qu'au départ, Vettel, qui partait troisième, fait un très bon départ, dépasse Hamilton, et là, va prendre le premier rang à Leclerc. Jusqu'ici, tout va bien. Mais derrière, il y a de la casse. Antonio Giovinazzi se retrouve pris en sandwich avec la Renault de Daniel Ricciardo et la Haas de Romain Grosjean. Grosjean abandonne, Ricciardo une crevaison et Giovinazzi, lui, il est invincible. Aucun dommage sur sa voiture, mais la voiture accidentée de Grosjean force l'intervention de la voiture de sécurité. Donc, après le premier tour, c'était Vettel, Leclerc, Hamilton. Jusqu'ici, c'est avantage Ferrari avec le doublé. Mais là, on nous entend, on nous fait sortir des clips radio du pit wall de Ferrari qui dit à Charles Leclerc, t'en fais pas, il va te redonner la position. Puis Leclerc qui dit 10-4. Il a reçu le message. Mais ça s'allonge. Vettel, lui, on l'avise de lui redonner la place et la réponse de l'Allemand c'est il n'a qu'à réduire l'écart puis je vais le laisser passer. Quelques tours plus tard, ça ne s'est pas fait. En fait, ça ne s'est jamais fait puisque Vettel a obtenu des meilleurs tours après meilleurs tours. C'était lui la voiture la plus rapide. Et quand Leclerc est arrivé et voulait réduire l'écart, il était en train de surchauffer les pneus, donc il était obligé de se mettre en retrait. Lors de la séquence d'arrêt au puits, Leclerc revient devant Vettel, mais coup de théâtre, sur ce même tour, l'Allemand est forcé à abandonner. Fin de la course pour Vettel, un premier abandon de type mécanique depuis le Grand Prix du Japon 2017, mais un premier abandon depuis le Grand Prix d'Allemagne 2018. L'abandon de l'Allemand entraîne la sortie de la voiture de sécurité virtuelle et Hamilton, qui ne s'était pas arrêté, en profite pour passer des gommes médium au tendre et Bottas s'arrête pour faire de même. Donc, en revenant, comme les voitures sont obligées de ralentir à une certaine vitesse, les deux Mercedes sont revenus devant Leclerc. Et lorsque la course a repris, eh bien, la voiture de sécurité officielle est sortie parce qu'il y a eu l'accident de George Russell suite à un problème mécanique. Un problème mécanique. Et Leclerc a été obligé de s'arrêter pour faire un deuxième arrêt, changer de pneu pour tenter une attaque et revenir en tête. Finalement, ça ne s'est pas fait et le top 3 est resté le même. Hamilton, Bottas, Leclerc sur le podium. Autre victoire 100% Mercedes. Et Mercedes qui reste invaincu en Russie. Quel était le problème chez Ferrari? C'est surtout la stratégie employée. Parce que, je vous explique. Au départ, entre le départ et le virage 2, il y a à peu près 800-900 mètres. Le premier virage, c'est un petit virage à droite, mais qui se fait à haute vitesse. Donc, le vrai challenge vient au virage 2, qui est une chicane. Donc, en obtenant l'aspiration de Leclerc, Vettel a pu prendre les commandes. Mais la stratégie, en fait, c'était que Vettel passe Hamilton
et aille devant Leclerc pour que ce dernier puisse reprendre le premier rang. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est justement ça qui a coûté, en fait, le Grand Prix de Russie à Ferrari. C'est parce que ils se sont trop entêtés sur cette stratégie de revenir aux positions habituelles, aux positions de départ. Donc, c'est-à-dire que Leclerc soit devant Vettel. Tu demandes ça à un quadruple champion du monde, quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres, et quelqu'un qui a eu l'expérience du Multi-21 où il a désobéi aux règles d'équipe avec Mark Webber qui n'était pas content au Grand Prix de Malaisie 2013. C'est un peu touché. Et surtout que Leclerc, qui était frustré que la stratégie ne l'avantage pas à Singapour, se retrouve un peu... s'est fait un peu avoir dans la situation. C'est une stratégie ratée de la part de Ferrari. Si Vettel était la voiture la plus rapide des deux Ferrari, garde les positions telles qu'elles sont. Et non pas essayer de trouver une stratégie, un moyen de reprendre les positions. Je sais que dans le tout premier épisode de la balado-diffusion, j'ai expliqué à quel point j'étais d'accord avec les stratégies, mais que c'est avec les consignes d'équipe, mais que ce genre de stratégie, tôt dans la saison, allait commencer à faire une hiérarchie. On arrive dans le dernier tiers de la saison, et là, on voit c'est un peu égal, voire même un léger avantage à Charles Leclerc, parce que je crois quand même que Vettel en a encore beaucoup, malgré la saison difficile. Mais là... si tu veux battre les Mercedes, fais pas ce genre de stratégie. Dis à tes pilotes de faire ta propre course. Parce que Vettel était clairement devant. Et que Leclerc commençait à surchauffer ses pneus. Et derrière, tu avais une Mercedes qui attendait sur les lignes de touche pour effectuer une attaque, une contre-attaque. C'était une stratégie ratée. Complètement ratée. Et là, bon, l'abandon de Vettel, c'est un problème mécanique, mais quand même, Ferrari se serait fait avoir de toute façon. Parce que les pneus d'Hamilton commençaient vraiment à être effectifs, à avoir des performances effectives très bonnes, parce que les médiums, ça prend du temps avant d'atteindre la bonne température. Et quand Hamilton allait revenir, c'est sûr qu'il allait pousser à fond, comme on l'a vu... en Hongrie, en Hongrie, lorsqu'il a rattrapé Max Verstappen au bout de 20 tours de qualification. Donc, c'était vraiment une très mauvaise idée de la part de Ferrari. Et là, tu te retrouves avec un énorme dilemme et probablement une guerre à l'interne. Parce que là, tu as un jeune pilote qui est ton atout numéro 1, celui qui t'a fait gagner deux des 4 dernières courses, en fait, les 2 des 4 dernières courses depuis le retour des vacances, ça aurait pu être une troisième, mais Vettel a fait sa part, bon, on n'en reviendra pas là-dessus, mais quand ton numéro 2, en jeu de main, entre guillemets, au début de la saison, a commencé à enchaîner les victoires et les pole positions, les très bonnes performances, malgré les malchances qu'il y a eu en début de saison, c'est sûr que si tu essaies de le calmer et qu'il est vraiment primé, excusez-moi l'anglicisme, c'est sûr que lui, il va essayer de dire donnez-moi ma chance contre un champion du monde, un quadruple champion du monde qui, lui, va dire non, c'est moi le numéro 1. On a dit que c'était moi le numéro 1 et jusqu'à preuve du contraire, je le serai encore. Mais là, ton but, même si c'est tard dans la saison, c'était de battre Mercedes. Ce que tu as fait, la stratégie du départ, tant mieux si ça a fonctionné, mais si ça ne fonctionnait pas, ben là, tu te ridiculises complètement. Puis c'est ça qui est arrivé. Maintenant, la presse italienne est en train de carrément
détruire Ferrari à cause de cette stratégie ratée, de l'abandon, et en plus de la 3e place de Leclerc qui aurait dû être une première place, on va s'entendre. Mais je n'ai jamais compris la stratégie des Ferrari. Et j'espère que pour les prochains Grands Prix, ils vont y penser avant de prendre ces décisions. Parce que ça, c'est Leclerc qui l'a dit, je pense, après le Grand Prix. Il y a eu un accord entre lui et Vettel. Donc, si jamais Hamilton devait perdre une position dépend de Vettel, que l'Allemand allait se retrouver devant Leclerc pour sécuriser le doublé. Et ensuite, Leclerc allait reprendre la position de tête aux dépens de Vettel, ce qui ne s'est pas fait. Parce que je pense que Vettel a vu qu'il avait une voiture plus rapide. Maintenant, ça va être quoi l'ambiance chez Ferrari? Parce que tu as un Charles Leclerc qui va dire, bon, moi j'ai un coéquipier qui ne respecte pas les consignes, qui revient un peu à ses vieilles habitudes avec Red Bull et Mark Webber comme coéquipier. Ou tu as Sébastien Vettel qui va se dire, bon, j'ai un coéquipier qui, oui, montre qu'il est très bon, mais qui veut déjà s'imposer à sa première année avec Ferrari. Donc, moi je pense que Ferrari a finalement frappé un mur avec ses consignes d'équipe. J'espère que pour le Grand Prix du Japon et jusqu'à la fin de la saison, ils vont y penser à 2 fois avant de penser à ces genres de stratégies parce que c'est sûr qu'ils allaient perdre de toute façon avec cela. Et avec tout ça, il y a Mercedes qui enregistre une autre victoire en Russie. En fait, il faut le dire, Mercedes est invaincue depuis 1913. Non, c'est pas une erreur. 1913, parce que en 1913 et en 1914, il y a eu des grands prix en Russie, dans les rues de Saint-Pétersbourg, et c'est Benz qui a remporté ces 2 courses. Benz qui allait ensuite s'associer avec Mercedes pour devenir Mercedes-Benz. Donc, depuis 1913, Mercedes n'a jamais perdu un Grand Prix en Russie. Donc, c'était une bonne stratégie, je dois dire, de Mercedes de partir avec la gomme médium, sachant qu'ils sont très très bons là-dedans avec la gestion des pneus et surtout avec un pilote comme Lewis Hamilton, comme je l'ai dit, qui est capable d'être très rapide et constant sur une gomme plus tendre. Ça a fonctionné. Oui, bon, la voiture de sécurité virtuelle causée par l'abandon de Vettel les a aidés. Mais il faut savoir être opportuniste. De toute façon, je pense que même si, contrairement à Singapour, Hamilton décidait de faire le long jeu, il serait revenu puis l'aurait poussé. Parce que en Russie, il y a quand même des endroits où on peut dépasser. Donc, oui, ils ont joué de chance. Parfait. Ça, on s'entend pour dire que c'était de la chance qu'ils se retrouvent premier, deuxième. Mais, il faut savoir saisir ses chances. Et quand je dis saisir ses chances, je parle surtout de Valtteri Bottas, qui, lui, est passé de 4e à 2e avec cette période de neutralisation. Mais lorsque la course a repris pour de bon, il a été capable de garder Leclerc derrière jusqu'à la fin. Et pourtant, Leclerc avait des pneus beaucoup plus frais. Donc, les tactiques de défense de Bottas, comme il les a prouvées lorsqu'il a remporté sa première victoire, justement en Formule 1, justement en Russie, ça l'a aidé. Si Bottas a été capable de faire la job pour éviter que Leclerc termine 2e et que Mercedes se retrouve avec un doublé, eh bien, il ne faut pas dire que c'est de la chance parce qu'ils ont travaillé fort pour en arriver là. Donc, malgré ça, il faut se le dire pour le championnat, Hamilton commence tranquillement à se rapprocher du titre. Est-ce qu'il sera encore une fois titré au Mexique, comme ce fut le cas lors des 2 dernières saisons, ou est-ce que ce sera aux États-Unis? Je pense que d'après moi, le championnat sera scellé dès le Mexique.
Mais en tout cas, Mercedes a fait du très bon boulot pour d'abord faire en sorte que la gomme médium dure plus longtemps pour être en mesure de pour revenir en position d'attaquer les Ferrari et ainsi Charles Leclerc qui allait devenir la Ferrari solo, mais aussi de profiter de toutes les opportunités qui lui ont été données. Donc la voiture de sécurité virtuelle et ainsi la voiture de sécurité. Donc Mercedes, un autre doublé, et Hamilton qui continue à se rapprocher du titre. Mais sinon, il y a Red Bull qui a volé le show. Il faut se le dire tout de suite, la famille Red Bull avait reçu des pénalités de grille parce que ils ont introduit une nouvelle spécification de moteur qu'ils veulent préparer pour le Grand Prix du Japon. Donc, Honda voulait se préparer pour leur course locale, et je dis locale dans le sens propre parce que le circuit de Suzuka leur appartient. Donc, le Grand Prix de Russie, était un laboratoire pour la marque japonaise ainsi que les 4 voitures de la famille Red Bull. Donc, Max Verstappen, lui, a une pénalité de 5 places, mais Alex Albon, lui, en plus de sa pénalité de grille, il a eu un accident dans la Q1, ce qui l'a éliminé automatiquement. Il est sorti de piste au virage 13. L'aileron arrière a été endommagé, donc il est parti bon dernier aux côtés de son ancien coéquipier Daniel Kvyat. Mais il a réussi une très bonne course, Albon. Il a dépassé pas mal de pilotes et a profité aussi de l'intervention de la voiture de sécurité pour revenir et aller dépasser plusieurs autres pilotes. Donc, je dois dire, il mérite pour moi amplement le titre de pilote du jour, même si ça a été attribué à Sébastien Vettel, et je comprends pas pourquoi. Mais ça, c'est un concours de popularité, le pilote du jour F1. Mais en vérité, Albon mérite le titre parce que je pense qu'à la relance, il était, 8 ou 9e. Puis il est allé effectuer ses dépassements pour finir 5e, alors que son coéquipier Verstappen, lui, il a une pénalité de 5 places. Il a fait le travail habituel, revient 4e, solide, beau dépassement, très propre. Donc là, je me dis, est-ce que Red Bull tient son duo de pilotes? Parce que Albon a été très impressionnant depuis qu'il est avec le grand club, finit 5e, 5e en Belgique, 6e en Italie, 6e à Singapour, mais c'était une course correcte, pas comme en Belgique ou en Italie où il était un peu plus explosif, mais en Russie, c'est bien de partir dernier et de finir 5e, parce qu'il a une voiture meilleure que les autres, mais des positions comme ça se fait pas les yeux bandés. Il faut les travailler. Et Albon l'a fait de manière propre. Et pour moi, j'ai pas encore commencé à rédiger le bulletin de notes, mais pour moi, il mérite un 9, 9.5 à la limite. Parce que ça, c'est une performance qui fait dire à Christian Horner et à Helmut Marko, d'après moi, lui, on va le garder pour 2020. S'il continue comme ça, il va être le coéquipier de Max Verstappen. Et quant à Verstappen, peut-être un peu à long parce que Albon a fait le spectacle, mais revenir 4e après une pénalité de grille de 5 places, c'est très bien dans les circonstances. Donc, j'ai rien à redire pour l'écurie Red Bull. Mais sinon, il faut parler de McLaren qui revient un peu à ses bonnes vieilles habitudes en 2019, c'est-à-dire nous offrir de bonnes performances. Carlos Sainz 6e et Lando Norris 8e. Il faut le dire, Carlos Sainz, à certains moments, se retrouvait 4e après le premier tour. Et il est même passé proche de prendre une position à Lewis Hamilton, de se retrouver 3e derrière les 2 Ferrari. Et laissez-moi vous dire que cette fois-ci, ça faisait du bien de voir Sainz à la télé parce que ces temps-ci, il ne reçoit pas beaucoup de temps d'antenne, à part si c'est un accrochage ou un abandon. Parce que, souvenez-vous, en Hongrie, il a fini 5e, c'était une course
très propre, très constant. Il était très constant, mais on l'a très peu vu parce que, oui, on se concentrait sur la bataille Hamilton-Verstappen, mais Sainz était absolument constant. Et il l'a encore fait, même s'il finit sixième. Ce qui ne l'a pas aidé, ben, c'est la voiture de sécurité. Parce que l'avance qu'il avait sur les Red Bull était assez grande, mais avec la voiture de sécurité réelle, tout le peloton est réuni. Donc, ce qui faisait que les Red Bull pouvaient les dévorer Sainz assez facilement. Autant Verstappen qu'Albon. Donc, je dois dire que quand même, c'était une très très bonne performance de Sainz et il mérite amplement les notes qu'on lui donne au bulletin F1 parce que vraiment, je trouve que c'est un pilote qui se développe. Oui, quand il a commencé à F1, il était un peu dans l'ombre de Max Verstappen chez Toro Rosso, mais là, maintenant, il commence à se faire un nom. Et encore une fois, il finit le meilleur des autres. Quant à Lando Norris, lui aussi, c'était une bonne journée. Il a fait de très bons départs, lui aussi. Et comme je l'ai dit, la voiture de sécurité virtuelle et réelle n'ont pas aidé les deux McLaren dans les deux cas, mais après des courses difficiles où il y a eu très peu de points qui se sont marqués, ces 6e et 8e places, combinées avec la 10e place de Nico Hülkenberg et la 7e place de Sergio Perez, qui est la seule Racing Point dans les points. Oui, Racing Point dans les points, oui, exactement. McLaren dépasse finalement le cap des 100 points pour la première fois depuis 2014. Donc, depuis la dernière année, ce qui était la dernière année de l'association McLaren-Mercedes, puisque on a appris que McLaren allait retourner avec les moteurs Mercedes dès la saison 2021, et ce jusqu'à minimum 2024. Donc, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est le retour d'une formule qui était une formule gagnante entre 1995 et 2014. Donc, je vais en reparler sur le site en forme de texte au cours de la semaine. Derrière, Lando Norris a hérité de la 8e place grâce à une pénalité de 5 secondes à Kevin Magnussen. Mais ça, c'est parce que Magnussen, lui, avait fait une sortie de piste au virage 2 lorsqu'il se battait avec Sergio Perez, justement. Et lorsqu'il est revenu en piste, il est revenu derrière le Mexicain. Mais aux yeux de la FIA, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant parce que il n'est pas revenu de la bonne manière sur la piste. Parce que au cours de la fin de semaine, il y avait des indications dans la zone de dégagement, dans la grosse zone de dégagement pour dire aux pilotes comment rejoindre. À un moment donné, il fallait qu'ils fassent comme en Italie, c'est-à-dire slalomer à travers les panneaux pour revenir sur le virage en fer à cheval devant la place des médailles. Donc le virage 3. Mais ensuite, ça a été enlevé pour quelque chose de plus simple. Magnussen ne l'a pas fait. Il est revenu. Oui, je dis qu'il est revenu derrière Perez. Mais quand même, c'était pas très brillant de sa part de venir remettre en doute la décision des commissaires. Parce que. Et ça a même été dit par Michael Massey, le directeur de course de la FIA. Lors du débriefing des pilotes, tous les pilotes ont dit OK pour revenir en piste de manière sécuritaire. Tout le monde l'a fait, mais Magnussen ne l'a pas fait. Et surtout avec ce qui s'est passé en Formule 2 plus tôt dans la journée, lorsque Jack Aitken et Nikita Mazepin ont eu un accident, lorsque ces deux ont voulu revenir en piste après avoir coupé le virage 2, la chicane du virage 2, Aitken a tapé Mazepin qui, lui, est allé heurter la colline de Nobuharu Matsushita. Et ce dernier s'est retrouvé
encastré dans les barrières Tech Pro. Il s'est retrouvé inconscient, puis ensuite a été transporté à l'hôpital pour rester là pendant la nuit. Alors, heureusement, il va bien, Dieu merci. Mais Mazepin a été puni très sévèrement par la FIA, une pénalité de 15 places pour l'épreuve d'Abu Dhabi et 4 points de démérite sur la super licence. Donc, si vous dites que les commissaires n'ont pas fait leur job, et je parle de Magnussen, ben, il fallait qu'ils regardent ce qui s'est passé en Formule 2 lors de la course du dimanche, parce que ça aurait pu être encore plus dangereux. Mais à part cela, c'était une bonne performance de la part du pilote Haas. Mais en plus de ça, parlant de ça, Gunther Steiner, lui, pourrait être visé par une enquête de la FIA parce que à la radio, après la course, il a qualifié les commissaires d'idiots. Et je cite, ça a été enregistré à la radio officielle de la Formule 1. Si nous n'avions pas eu un commissaire idiot et stupide, ce serait une 8e place. Félicitations pour votre travail fantastique, les gars. Félicitations, Kevin. Formidable pilotage, merci. Et Magnussen réplique qui remercie. Il a remercié l'équipe en disant que la pénalité de 5 secondes, c'était de la bullshit. Là, Steiner est sous enquête parce que il traite l'équivalent d'un arbitre d'idiot comme ça. Donc, si jamais il était reconnu coupable, je pense que ce serait une sanction. Je sais que Gunther Steiner, c'est quelqu'un de très honnête, qui n'a pas la langue dans sa poche, mais moi, je trouve qu'en disant ceci, il est allé un peu trop loin. C'est sûr qu'il ne changera pas son caractère un peu bouillant, très honnête, très strict. Mais la prochaine fois, là, qu'il fasse un peu plus attention à ce qu'il dit à la radio parce que tout est enregistré et tout peut se retourner contre lui. Tout comme Kevin Magnussen d'ailleurs. Et ce n'est pas sans rappeler ce que Sébastien Vettel a fait avec le regretté Charlie Whiting quand il a dit au Grand Prix du Mexique 2016, quand il a dit à Whiting d'aller voir ailleurs si j'y suis, là, je suis très poli, ou qu'il aille se faire foutre. Et là, il s'en est tiré avec un avertissement. Je pense que Steiner devrait faire ça aussi plutôt que l'amende. Mais encore là, qu'il fasse attention la prochaine fois parce que je ne pense pas que la FIA acceptera ce genre de langage. Surtout si c'est pour insulter un commissaire ou ce qui est l'équivalent d'un arbitre. Mais à part ça, Haas a fait une bonne course. C'est juste dommage pour Romain Grosjean qui a abandonné. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment en fait. Lorsqu'il s'est retrouvé comme un peu le pain dans le sandwich Ricciardo, Giovinazzi, Grosjean lors du premier tour. C'est juste dommage parce que je pense qu'il aurait pu, avec son top 10, sa qualification remarquable, il aurait pu marquer des points, mais là, il reste sur une séquence de 4 courses consécutives sans marquer de points. Et Magnussen, lui, qui va aller chercher 2 points. 2 petits points, mais c'est quand même une très petite victoire pour Haas en fin de semaine. Et malheureusement, pour Nico Hülkenberg, lui, il a été très malchanceux. Je dis très malchanceux parce que Hülkenberg finit 10e, mais ça ne reflète vraiment pas la course qu'il a connue, en fait. Parce que l'Allemand, lors de son premier arrêt, a eu un arrêt assez lent. Ça a duré 7 secondes, contrairement aux 2 ou 3 secondes pour un arrêt normal. Et il y a eu aussi l'arrivée de la voiture de sécurité virtuelle, où il a perdu beaucoup de place parce qu'il y a eu des pilotes devant lui qui se sont arrêtés. Et à la fin de course, alors qu'il se défendait contre Lance Stroll qui était 11e, il a perdu un peu de puissance moteur. Donc il n'a pas été en mesure de profiter de la pénalité de 5 secondes
infligé à Magnussen pour aller se rapprocher. Donc, il s'est contenté de rester à sa position. Et c'est très dommage parce que il avait fait une très bonne qualification. Il s'était qualifié 6e. Et là, il essaie d'impressionner le reste du paddock pour avoir un volant en 2020 en Formule 1. Et Dieu sait qu'il n'en reste presque plus. Mais là, en fin de semaine, il a juste été malchanceux. Malchanceux. Tout comme Daniel Ricciardo aussi, qui lui n'a pas marqué de points. Ben, en fait, il n'a pas terminé la course parce que il a été impliqué dans cet accrochage au premier tour. Donc, il a eu une crevaison, mais au fur et à mesure, la voiture ne tenait plus le coup. Donc, Renault a décidé de faire retraiter la voiture numéro 3 de l'Australien pour conserver des pièces pour le restant de la saison. Puis Dieu sait qu'il reste encore des Grands Prix très très difficiles pour Renault. Et là, dans cette course au 4e rang, ben là on voit de toute façon que Renault reprend l'avantage tranquillement mais pas vite. Et en plus, comme je l'ai mentionné, McLaren s'est séparé de Renault pour la fin de la saison 2020 pour retourner avec Mercedes. Donc, c'est pas une fin de semaine intéressante pour Renault et encore moins pour Alfa Romeo dans un tout ordre d'idée parce que les deux pilotes ont connu des courses très difficiles. Kimi Räikkönen, lui, qui est passé au 3e rang pour le nombre de Grands Prix débutés avec 307, a connu un faux départ. Donc, et en plus, c'était clair comme de l'eau de roche. La reprise avec la caméra embarquée dans la Alpha de Kimi voit qu'il démarre avant l'extinction des 5 feux rouges, s'arrête et ensuite repart. Et là, ça, c'est une pénalité indiscutable. Donc, il a reçu une pénalité de drive-thru, donc un passage au peu obligatoire, qu'il a fait pendant l'intervention de la voiture de sécurité, je pense. Mais sa course, de toute façon, était ruinée. Et quant à Antonio Giovinazzi, il y a une semaine, il menait 4 tours en Formule 1. La semaine d'après, il se retrouve pris en sandwich. Oui, il a été accroché avant ce fameux accrochage avec Grosjean et Ricardo. Oui, il a été accroché par la Racing Point de Lance Stroll, mais la suite non plus n'était pas éloquente. Puis l'Alfa Romeo n'était vraiment pas dans le coup pour marquer des points, comme ce fut le cas à Singapour. Puis je trouve même que c'est une séquence un peu plus difficile pour l'équipe qui est basée en Suisse actuellement. Donc, Alfa Romeo, ça va pas très bien. Petit mot du côté de Toro Rosso. Ça, je vais en reparler la semaine prochaine. Mais le pauvre Daniel Kvyat n'a pas eu une fin de semaine très facile lors de son Grand Prix national. D'abord, il était pris. Il savait qu'il allait avoir une pénalité, mais comme il avait plusieurs composantes qui devaient changer avec le nouveau moteur, il était forcé de partir du fond de la grille. Et en plus, il a eu 2 casses moteurs au cours de la fin de semaine. C'était pas une fin de semaine facile. Et en plus de ça, il avait un casque spécial pour le Grand Prix de Russie. Un casque à ses couleurs, mais la FIA a décidé de ne pas... a refusé qu'il le porte parce que il avait déjà changé de disband. Il avait déjà changé de casque, en quelque sorte. Il avait un casque spécial lors du Grand Prix d'Italie qui était rouge, complètement rouge contre le casque tricolore bleu-blanc-rouge qu'il a normalement au cours de la saison. Mais là, ça, je vais en reparler aussi la semaine prochaine parce que c'est la règle du un casque par saison, là, avec quelques modifications pour des cas spéciaux, là, c'est ridicule.
Mais ça, je vais me garder un peu de salive pour l'épisode de la semaine prochaine. Et sinon, pour Pierre Gasly aussi, course un peu plus tranquille pour lui. Pas trop impressionnant non plus. Kvyat a fait du mieux qu'il a pu aussi. Donc, Toro Rosso s'était oublié en fin de semaine. Et Williams, qui avait abandonné pour la première fois la semaine dernière à Singapour, abandonne, mais pour la première fois, les deux pilotes ne terminent pas la course. Russell a eu un problème, ce qui a amené justement la voiture de sécurité réelle. Donc, je pense que c'était quelques secondes après la relance, après l'abandon de Vettel. Euh, je pense que c'était un problème de frein qui a fait en sorte qu'il s'est retrouvé dans le mur. Et ensuite, ça a forcé Williams à retirer la voiture de Robert Kubica. Euh, pour la première fois de la saison, en fait, le Polonais abandonnait, mais c'était pas une fin de semaine facile pour Kubica. Bref, c'est ce qui fait le tour du Grand Prix de Russie, en fait. Alors, au classement des pilotes, Lewis Hamilton compte 322 points contre 249 pour Valtteri Bottas. Charles Leclerc et Max Verstappen sont toujours nez à nez. C'est 215 pour Leclerc contre 212 pour Verstappen. Vettel fait du surplace avec 194 points. Tout comme Pierre Gasly qui reste à 69 points. Je fais pas de joke avec 69. Carlos Sainz se rapproche de la 6e place. Il en compte 66. Alex Albon a 52 points. Lando Norris 35 et Daniel Ricciardo 34. Au championnat des constructeurs, Mercedes compte 571 points contre 409 pour Ferrari, 311 pour Red Bull. McLaren, comme je l'ai dit, atteint le plateau des 100 points pour la première fois depuis 2014. Ils en comptent 101 jusqu'à présent. Renault en a 68 au 5e rang. Toro Rosso en a 55, mais comme les deux Alpha Tauri, ce qui pourrait être le prochain nom de la filière junior de Red Bull, voit Racing Point se rapprocher. La 7e place de Perez fait en sorte que l'équipe basée à Silverstone n'est plus qu'à 3 points de Toro Rosso. Alfa Romeo fait du surplace avec 35 points. Et Haas, avec les 2 petits points de Magnussen, compte 28 points. Williams reste avec 1 point. Et je dis, c'est officiel, Williams garde son point puisque les Alfa Romeo gardent leur pénalité imposée au Grand Prix d'Allemagne. La prochaine épreuve aura lieu dans 2 semaines en Asie. C'est le Grand Prix du Japon, donc course à domicile pour Honda. Donc une course à domicile pour Honda. C'est maintenant l'heure de la chronique en route vers la F1. Donc on passe aux catégories juniors qui permettent aux jeunes pilotes de se rendre vers l'apogée, la Formule 1. Il y a eu 2 courses, en fait la Formule 2 et la Formule 3, qui pouvaient permettre à 2 pilotes de devenir champions. Et ce fut le cas. On va commencer tout d'abord en Formule 2, puisque Nick De Vries pouvait devenir champion de la série cette année, et c'est ce qu'il a fait en remportant l'épreuve numéro 1 presque de bout en bout. Il a gagné l'épreuve 1 devant Nicolas Latifi sur la Dams et Louis Deletraz, qui a servi à très beau dépassement dans le dernier tour sur l'Italien Luca Di Giotto. Sergio Sette Camara complète le top 5. Et il est très important de préciser que c'était le retour d'un demi-pilote favori en Formule 2, Artem Markelov, qui remplaçait le défunt Antoine Hubert chez Arden. Et d'ailleurs, le numéro 19 ne sera plus utilisé jusqu'à la fin de la saison. Donc, Markelov a pris le numéro 22. Et lors de la course numéro 1, eh bien, il n'a même pas complété un tour, vu qu'il a été forcé à l'abandon. Et lors de la course 2,
justement, qui a été marqué par l'accident dont je vous parlais, l'accident entre Jack Aitken, Nikita Mazepin et Nobuharu Matsushita. Je réexplique. Aitken et Mazepin sortent de piste au virage 2, les deux tentent de reprendre la piste de manière sécuritaire, mais Aitken entre en contact avec la roue arrière gauche de Mazepin qui lui va frapper directement la carline du japonais Matsushita qui se retrouve encastré dans le mur, dans le mur de barrière Tech Pro. Le drapeau rouge est sorti. Matsushita a été inconscient pendant un certain moment, donc ça a pris du temps pour l'extraire. Il s'est rendu à l'hôpital, mais heureusement, il est sorti de l'hôpital. Il va bien. Il y a une photo justement de Colin qui montre le pilote japonais tout sourire et en train de faire, je pense, les pouces en l'air. Donc, au moins, il va bien, puis c'est ce dont on a vraiment besoin. Mais sinon, Luca Giotto a empêché Nick De Vries d'enregistrer un doublé. Donc, c'est une victoire du pilote italien devant le champion 2019 et Callum Ilott qui monte sur le podium. Latifi, lui, termine 4e et Guan Yu Zhou complète le top 5. Et bien qu'il reste une course, bien qu'il reste, une épreuve à Abu Dhabi, De Vries s'est assuré du titre. Mais très important, il y a une belle bataille pour les titres de vice-champion, puisque Latifi maintenant compte 10 points d'avance sur Giotto, et c'est très important, parce qu'on parle de super licence, donc ce qui vous permet vous donne la chance de participer au championnat du monde de Formule 1, eh bien, les 3 premiers vont obtenir 40 points sur la super licence. Et avec cette victoire lors de la course 2, Giotto s'y rapproche tranquillement, peut même finir 2e et ça fera l'affaire. Mais Latifi, lui, son objectif, c'est d'être en mesure de récolter les points nécessaires. Parce que pour participer au championnat du monde de Formule 1, il vous faut 40 points minimum sur une période de 3 ans. Et Latifi, comme ça fait quelques années qu'il est en Formule 2, eh bien, il est en mesure d'atteindre le cap des 40 points, même au-delà. Donc, le fait qu'il termine 2e ou 3e, ça va l'aider. Puis surtout que beaucoup le voient comme comme le pilote chez Williams en 2020. Mais attention, il y a Sergio Sette Camara qui se rapproche, lui qui est pilote de développement chez McLaren, et Jack Aitken aussi. Il y a, je pense, si mes calculs sont bons, il y a 84 moins 59, il y a encore 25... Ouais, il y a 25 points qui séparent la 3e de la 5e place, donc avec 2 courses à faire à Abu Dhabi, il reste beaucoup de trucs à faire. Sinon, en Formule 3, la saison est terminée. On a notre champion de la série, qui est le Russe Robert Schwarzman, qui a terminé 2e derrière Marcus Armstrong, le vainqueur de la course numéro 1. Donc, Schwarzman est le premier champion de la nouvelle mouture de la Formule 3, qui est un mélange de la F3 européenne et de la GP3. Donc, Schwarzman est le champion. Il succède donc à Antoine Hubert dans la catégorie. Donc, il a terminé 2e et c'est derrière son coéquipier Marcus Armstrong chez Prema. Et dans tout ça, Jüri Vips a reçu une pénalité pour avoir provoqué une collision avec Christian Lundgaard, un pilote de l'Académie Renault. Et il a terminé 8e au classement final de la course 1. Et il est allé gagner la course numéro 2. Mais comme il termine 4e au championnat des pilotes,
Parce que les trois premiers, il y a Robert Schwarzman, Marcus Armstrong et Yaoun Daruvala, l'autre pilote chez Prema, qui ont complètement cadenassé le top 3 de la saison. Eh bien, Vips échappe la super licence de peu parce que lui, il a été sacré champion de la Formule 4 allemande en 2017 et il a terminé quatrième de la Formule 3 Europe de l'année passée. Donc, avec tout ça, il avait marqué 22 points de super licence au cours de ces 2 saisons et il n'avait besoin que de terminer dans le top 3 du championnat parce que, je vais vous le dire tout de suite, celui qui termine quatrième marque 10 points marque 10 points et celui qui était troisième 20. Donc, en gros, s'il avait terminé troisième, Vips aurait pu obtenir 42 points, donc ce qui aurait été suffisant pour obtenir un volant au championnat du monde de Formule 1. Pourquoi je vous en parle? Parce que Vips était sur toutes les lèvres comme étant probablement le probable coéquipier de Daniil Kvyat pour la saison prochaine. Il est estonien, il est âgé de 19 ans parce que l'académie de Red Bull, en fait Red Bull n'a pas, à part Vips, n'a pas de jeunes pilotes qui poussent vraiment. Il y avait Daniel Ticktum qui était perçu comme étant un pilote proche de la Formule 1, mais malheureusement, il a été remercié par Red Bull parce que les performances n'étaient pas très bonnes en Super Formule 1. Là, l'équipe a signé le Mexicain Patricio O'Ward qui avait fait ses classes aux États-Unis en Indy Lights et en IndyCar en plus. Il avait participé à quelques courses en IndyCar avant de se rendre en Super Formule 1 au Japon. Donc, Vips était le candidat parfait pour devenir le prochain pilote de Formule 1, peut-être même un pilote chez Toro Rosso en 2020, mais malheureusement, il devra attendre une autre saison et ça se peut qu'on le voit en Formule 2 la saison prochaine avec le champion de Formule 3 en 2019, Robert Schwarzman, parce que lui, il a dit que c'est sûr à 99% qu'il va tenter sa chance dans la série. J'ai hâte de voir parce qu'il a été excellent. Il a terminé 15 courses sur 16 dans les points, 10 podiums. Et juste à titre comparatif, aucun autre pilote n'y est monté plus de 7 fois. Donc peut-être que Schwarzman, pilote russe, pourrait devenir une vedette montante de la course automobile. Donc j'ai hâte de voir. Mais Yuri Vips, lui aussi, c'est un nom à surveiller. Et vous allez probablement le voir parce qu'il y a la Formule 3, il y a le Grand Prix de Macao avec les nouvelles Formule 3 au mois de novembre. Donc ça va être à surveiller. Et fait très intéressant, la semaine dernière, je vous avais parlé de David Schumacher, le fils de Ralf, qui avait remporté 2 courses dans l'ancienne Formule 3 européenne, la Regional European Championship. Eh bien, c'est lui qui a remplacé Alexander Peroni, le pilote australien qui a été blessé lors de ce vol plané lors du Grand Prix d'Italie en Formule 3. Eh bien, il l'a remplacé chez Campos et à ses 2 premières courses, il a fini 22e et 20e parce que en Formule 3, il y a, je pense, une trentaine de participants. Donc, c'était pas si pire pour le fils de Ralf. Donc, la saison est terminée. Je pense qu'il va se concentrer sur la fin de la saison en Formule Regional European Championship. Et parlant de Formule 3, pour compléter cet épisode, on a appris au cours de la journée de dimanche que la Formule 3 américaine fera un saut au Québec pour la première fois.
Et oui, et ce sera à Trois-Rivières lors du Grand Prix de Trois-Rivières du 7 au 9 août 2020. La Formule 3 américaine, c'est en fait ce championnat régional de la Formule 3 qui réunit tous les jeunes pilotes qui aspirent à devenir pilotes de F1, mais dans toute l'Amérique du Nord, et ça inclut le Canada évidemment. Donc, ce championnat va faire le saut au Québec. Il y a déjà des courses au Canada. D'ailleurs, en fin de semaine, il y avait une course en Ontario de la Formule 3 européenne. Donc, ce sera la première fois, et puis j'ai hâte. Ce sera une des seules courses de Formule 3 disputées dans les rues de la Mauricie. C'est un championnat qui a été inauguré en 2017 et on cherche à évoluer évidemment le développement des pilotes américains parce que évidemment ils sont plus tournés vers l'IndyCar puisque c'est plus accessible qu'aller en Formule 1. Cette année, le championnat de Formule 3 américaine a comporté 16 épreuves. Il y a eu des courses à Barber en Alabama, qui était en course de soutien justement à l'IndyCar. Il y a des courses à Road Atlanta, à Pittsburgh, en Virginie, à Road America et sur le circuit de Sebring en Floride. Et il y aura donc 3 courses au GP3R en 2020. Donc il y en aura une le samedi et 2 autres le lendemain. Contrairement à la Formule 3 actuelle, on va dire internationale, les bolides vont utiliser des châssis de type Ligier. Ce sont des châssis Ligier avec des moteurs Honda de 303 chevaux qui sont proches de la Honda Civic type R. Donc ces belles Honda que j'ai envie de conduire un jour dans ma vie. Encore faut-il que je complète mon permis de conduire. Bref, il y a un Canadien dans tout ça, c'est l'Ontarien Logan Cusson, qui lui avait déjà participé au Grand Prix de Trois-Rivières l'année passée au volant d'une Formule 1600. Il est âgé de 19 ans et c'est le seul, et comme j'ai dit, c'est le seul Canadien à participer à ce championnat de Formule 3 américaine. Et il a terminé au 12e rang avec 40 points cette saison. Donc, ça devrait remplacer la Formule Atlantique qui avait pas eu un grand succès, je trouve, à l'édition 2019 du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, ça, j'ai hâte de voir. Je pense que ça fait du bien. Ça va être un championnat de monoplace qui va avoir son importance parce que peut-être que vous allez voir des noms que vous allez peut-être entendre ou voir dans quelques années en Formule 1, ou bien même si vous êtes des fans finis de série junior, peut-être que vous allez voir dans la version internationale de la Formule 3 ou en Formule 2 dans quelques années. Donc, 2020, du 7 au 9 août, la Formule 3 américaine aura lieu à Trois-Rivières. C'est ce qui complète l'épisode numéro 23 du Bulletin F1. La semaine prochaine, on va revenir sur quelques sujets d'actualité que je voulais évoquer, mais que je ne peux pas par manque de temps. Donc, je vais revenir sur le possible changement de nom, entre autres de Toro Rosso, puis un peu de McLaren Mercedes. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux pour alimenter la discussion, vous pouvez le faire sur Twitter, le bulletin F1 en un seul mot, ou sur facebook.com/bulletin F1 en vous abonnant à la page. Vous pouvez lire nos chroniques, les bulletins de notes et les avant-courses sur le site bulletinf1.com et la balado-diffusion est disponible comme à l'habitude sur notre site ainsi que sur votre podcast de plateforme préférée, soit Spotify, Apple Podcast, Google Music, Stitcher et autres. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été là. Je suis votre animateur Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1 et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée ou bonne journée tout le monde.